je me suis rendu compte de mon arabité dans le contexte français par la violence, par les contrôles aux faciès, par les réflexions de certains professeurs, par la découverte de statistiques en France, par l'ascenseur social qui est en panne, toutes ces choses-là. Bonjour Okaya. Bonjour Grace. Vous écoutez Kif Taras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales en France. Ici, nous explorons sans complexe les effets des inégalités raciales dans notre société dans une perspective féministe, écologiste et égalitaire dans tous les sens du terme. Alors aujourd'hui, dans Kif Taras, nous explorons les identités multiples, les combats, les questions qui nous façonnent. Qu'est-ce que cela signifie de grandir en France en se trouvant à l'intersection de plusieurs oppressions ? Comment se construire dans une société qui ne nous reconnaît pas pleinement, nous efface, nous stigmatise, nous relègue à la marge ? Et comment nos luttes contre les discriminations, racisme, homophobie et d'autres formes d'exclusion nous permettent de mieux nous accepter et de résister face au continuum des violences. Tout un programme. Ouais, effectivement, il y a de quoi faire et on a réservé ce travail à notre invité qui va répondre à toutes ces questions. Donc on a une liste, on l'a face à nous. Donc voilà, tu es devant le grand jury de Kif Taras, Anas Daïf. Merci d'être là, bonjour. Bonjour Rokaya, bonjour Grace, merci. Alors Anas, tu es journaliste, ton compte sur Instagram est Jnounaliste, j'adore ce nom. Pour les gens qui savent, voilà, c'est un jeu de mots avec les Jnouns qui sont des... Comment tu définirais des divinités, ouais, c'est ça. Des sortes de démons, ouais. Des démons, des djinns, ouais. voilà, c'est ça, qui sont des démons qui sont beaucoup associés aux cultures qui sont liées à l'islam. Et donc, tu es auteur de l'ouvrage « Et un jour, je suis devenue arabe » qui est paru en 2024 aux éditions Tumulte, qui a été fondée, cette maison d'édition a été fondée par Mehdi Meklat et Badruddin Saïd Abdallah, que l'on salue, qui sont des amis. Alors, dans Kif Taras, on a un rituel que tu connais peut-être. On demande à nos invités s'ils ou elles se situent sur le plan racial. Par exemple, Grace est perçue comme une femme asiatique et moi comme une femme noire. Est-ce que toi, tu te définis, Anas, et si oui, comment ? Comme le titre de mon livre. Je me définis comme arabe, je suis perçu comme arabe, même si je sais que arabe, le terme arabe peut invisibiliser certaines autres cultures d'Afrique du Nord notamment, comme les cultures amazighes, mais dans un contexte français, je me perçois comme arabe. Et est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu t'es rendu compte de cette identité ? Je pense que ça s'est fait, comme je l'ai dit dans le livre, progressivement. J'ai toujours su que j'étais marocain d'origine. Je passais tous mes étés là-bas. Je parlais l'arabe dialectal marocain. Je mangeais marocain, je regardais la télé en arabe, les dessins animés en arabe. Mais je me suis, on va dire que je me suis rendu compte de mon arabité par dans le contexte français par la violence, par les contrôles aux faciès, par les réflexions de certains professeurs, par la découverte de statistiques en France, par l'ascenseur social qui est en panne, toutes ces choses-là. Donc plus ça, c'est plus tard dans ta vie finalement. Exactement, c'est plutôt un âge ouais. adulte qu'on a accès à ce genre de données. Et, en fait, souvent je dis que je me suis rendu compte vraiment que j'étais arabe dans l'enseignement supérieur quand je suis rentré en classe prépa, qu'on était deux arabes et qu'à chaque fois le professeur pensait que je bavardais. Ah, ouais. Putain, c'est fou. C'est dingue. Ouais. Ah ouais. Et ensuite, ça a continué. Quand je suis rentré en école de journalisme, là, ça a été une explosion de racisme. Je me rappelle qu'il y avait eu 2 journalistes qui ont écrit une enquête un peu pourrie, très pourrie, sur la Seine-Saint-Denis et son islamisation. D'accord. Et qui avait été invité par l'école de journalisme pour une conférence facultative à laquelle j'ai refusé d'aller. Ouais. Et en expliquant pourquoi à des camarades. Okay. Et là, ma camarade me regarde et me dit, à ce moment-là, j'avais laissé pousser la barbe. T'as qu'à rentrer dans l'amphi, crier Allahu Akbar, et t'auras ta vengeance, ils vont avoir peur. Oh là là, et à chaque fois que je le raconte, il y en a plein qui y croient pas, et pourtant c'est la vérité. Tellement, c'est tellement... c'est tellement raciste. Ouais, en fait, exactement. Mais j'ai pas répondu à ce moment-là. Bah, qu'est-ce que tu veux dire en fait, t'es sidéré, en fait. C'est trop... Il y a trop de... C'est choquant, c'est une camarade, tu lui fais confiance, et puis en fait, elle t'associe à un truc. Et en même temps, Allahu Akbar, c'est pas censé être un truc dangereux. Quand t'es musulman, c'est juste une invocation divine. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, Mais dans la bouche de cette personne, en plus, ça devait être une forme de blague. J'imagine qu'elle t'a dit ça comme pour faire de l'esprit.
Et enfin, je veux dire, parce qu'on là, on est dans l'enseignement supérieur, on est dans des gens qui vont être journalistes, qui vont tenir des micros, qui vont parler de notre quotidien et refléter une certaine, certains vécus. Et donc, elle est capable de te tenir ça en off. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire beaucoup de ce racisme, de l'islamophobie qui est rampante et dans les couloirs des écoles de journalisme aussi. Totalement, et surtout que ça venait pas que des élèves, ça venait aussi de certains profs, dont un jour je m'étais complètement raté dans un exercice de reportage de JT, et comme la plupart des gens de la classe, enfin de mon groupe, et la formatrice à la fin du cours, il est 20h, on est claqué, vient et me demande si je suis étudiant étranger. Ah, tu en parles dans ton livre, ouais. Voilà, Mais j'en parle dans mon livre. Et elle a remis en cause du coup mon appartenance à la France et à ma nationalité par le ratage d'un exercice. Ouais, parce qu'en plus, c'est ce que tu dis dans ton livre, c'est qu'il n'y a pas de mal à être étranger, mais dans ton cas, en fait, t'es la seule personne à qui elle a demandé, quoi. C'est ça. C'est comme si je pouvais être français que si j'étais un non-blanc excellent, que j'avais pas le droit à la médiocrité. Ouais. Et ça m'a tué pendant des semaines. Ah ouais, j'imagine, c'est hyper violent. Ouais, il m'a fallu du temps pour me rendre compte que j'avais pas besoin, en tant que français d'origine arabe, non blanc, que j'avais pas besoin de surperformer une excellence pour être considéré comme un Français à part entière, et que j'avais pas besoin non plus d'aller crier sur tous les toits que j'aimais ce pays. Mais en fait, c'est hyper précaire. C'est-à-dire que tu vois, t'es français, mais vraiment à la condition de remplir tel ou tel type de critères, quoi. Exactement. Et parfois, t'es aussi arabe à condition de remplir certains critères. Voilà. On va en parler, on va revenir un peu en avant dans ton livre et questionner la genèse. Donc ce livre s'appelle « Et un jour, je suis devenue arabe ». Et tu évoques tes expériences personnelles, tes ressentis sur tes identités et le cheminement qui t'a amené aujourd'hui à le publier, à le montrer, à le partager avec le monde. Donc je cite un paragraphe, des extraits de ton paragraphe d'ouverture qui est très fort. Donc tu dis « Je me suis longtemps demandé si la France m'a aimé un jour. Je ne crois pas que ce soit encore arrivé. Si cette question m'a hanté et m'a amené à vouloir prouver que j'étais français plus que n'importe qui, ma position aujourd'hui est plus claire que jamais. Je m'en fiche. Je sais ce que je suis, et je n'ai plus envie d'inventer des équations toutes plus farfelues les unes que les autres pour démontrer mon appartenance à la nation. Ce que je peux affirmer avec certitude, c'est qu'un jour, aux yeux de la France, je suis devenu un arabe. » Et dans l'envie d'écrire ce livre et de commencer ce livre par cette affirmation, quel regard, je voudrais que tu nous dises, tu portes aujourd'hui sur cette démarche que tu as eue, sur cette démarche de te demander si la France nous aime. Parce que c'est une démarche unilatérale. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a même pas le loisir de se dire, est-ce que moi, je me sens française ou est-ce que moi, je suis bien ici ? C'est qu'en fait, on pose tout de suite la question de, est-ce qu'on nous accepte, en fait, quoi. C'est vraiment quelque chose de très dur parce qu'à aucun moment... tu vois, on parle de ce que toi tu ressens en tant que ton rapport avec la France, mais là, c'est le rapport que la France a avec toi. Et c'est cette question d'appartenance à une nation, je pense que ça nous traverse l'appartenance à quelque chose, en fait. Ça nous traverse parce que c'est de là qu'on retire beaucoup de force, et c'est ça qu'on nous retire aussi quand on nous nie cette appartenance. En fait, quand j'ai commencé à écrire ce livre-là, je voulais pas faire un énième livre dans lequel je dis oh, la France devrait m'aimer, bouhouhou, regardez-moi, je suis un citoyen modèle. Parce que j'avais pas besoin d'être un citoyen modèle pour être considéré comme français. C'est pour ça que dès le début, cette question, je l'ai balayée en un paragraphe et j'ai dit, voilà, c'est vrai que je me suis longtemps posé la question de si la France m'a déjà aimé, mais aujourd'hui, j'en ai rien à faire parce que, qu'elle m'aime ou pas, je suis là et je suis français. Et c'est quoi la France finalement ? Et c'est quoi cette France en fait qui ne m'aime pas ? Et en fait, je me suis rendu compte, je ne le mets pas dans le livre évidemment, mais ça, c'est des questionnements personnels que, en fait, il y a plusieurs Frances et qu'il y a une partie de la France, enfin une de ces Frances-là qui m'aime pas, mais il y a une autre grosse partie qui m'aime et qui est composée de personnes tout à fait décentes, de personnes non blanches comme blanches, de toutes les origines, voilà, de tous les backgrounds culturels et sociaux. Et c'est comment dire, et en arrivant en fait à cette réalisation-là, j'ai commencé à mieux naviguer, à mieux me mouvoir dans les rues de France, en fait, dans les rues de Paris, par exemple, qui sont en plus pleines de signes de la colonisation et de l'esclavage. Voilà, donc ce livre-là, ça a été vraiment...
Et cette démarche-là, ça a été un peu un doigt d'honneur, j'aime bien dire ça, un doigt d'honneur à toutes les personnes qui essayent de nous rejeter cette francité-là. On est français, en fait, que vous le vouliez ou pas. Ouais, c'est un fait. Et j'ai juste envie de dire nananer. Voilà. Faire un peu le gamin aussi, ouais, mais bien prendre sûr. ces thématiques avec légèreté, même si c'est des sujets qui sont compliqués, mais juste dire et alors Ouais, on et est pas leur français, laisser de voilà. pouvoir, en fait, de te remettre en Exactement. question dans ce qui est Voilà. évident, quoi. On m'a tellement, moi qui suis, de toute façon vous en reparlerez sûrement, mais qui suis à l'intersection de tellement d'identités, on m'a tellement essayé de soit me caser, soit me décaser, que je suis arrivé à un point où j'ai plus du tout envie de faire plaisir à qui que ce soit pour répondre à une image stéréotypée ou juste à cocher des cases. Ça m'intéresse pas. Alors, une partie de ton livre s'appelle Être arabe, en écho au titre, et tu donnes quelques clichés, stéréotypes et présupposés qui sont associés à cette identité. Donc, tu dis, je te cite, « Aux personnes comme moi, on associe souvent le vol, la violence, le terrorisme, l'islam et la banlieue. C'est avec ces présupposés que le monde m'aborde, même si être arabe ne veut rien dire. » Et tu dis aussi avoir l'impression d'être une bombe qui doit prouver qu'elle n'a jamais été amorcée. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ces étiquettes et cette précarité, en fait, s'expriment dans ton quotidien ? Dans mon quotidien, alors dans le livre, je donne un exemple très précis. C'était après les attentats du 13 novembre. On est à 3 semaines des partiels, les bibliothèques sont fermées. Donc moi, je vais me poser dans un café pour réviser. Et c'était vraiment le lendemain, on est le 14. Et moi, j'avais des examens. Et je ne sais pas travailler chez moi. Il y a trop de distractions. Et le serveur me regarde et me dit, il me demande s'il y a une bombe dans mon sac. Et donc moi, je souris, je rigole, je crois même. Je crois que je rigole à ce moment-là, je dis rien. Et 2 jours après, ma sœur rentre du lycée, on est posé dans le salon, elle dit, il y a une fille dans ma classe qui m'a demandé si c'était mon oncle ou mon père qui avait commis les attentats. Et en fait, et à la mort de Samuel Paty, ma tante m'a appelé en pleurant pour me demander si elle pouvait ou non porter le voile. Et la question du voile, elle est aussi revenue plusieurs fois après les attentats. Ma mère qui se demandait si elle devait le retirer ou pas. Et ça... comment dire ? La violence, elle est partout. On la ressent. Si c'est pas moi, si ça me concerne pas moi directement, ça va concerner ma mère, ça va concerner ma sœur, ça va concerner ma tante, ça va concerner mon père, ça va concerner des personnes qui me ressemblent. Et ça peut amener à des cas extrêmes jusqu'à la mort, par exemple Naël. Donc, Naël Merzouk qui a été voilà. tué par un policier en 2023. En 2023, l'été 2023, en juin 2023, et donc une mort qui a été filmée. Exactement. Donc un adolescent de 17 ans. Voilà, c'est ça. Donc, où que j'aille, je suis renvoyé à ma couleur de peau partout. En fait, finalement, que ce soit quand... Là, je crois qu'il y a deux... En fait, je bosse beaucoup en dehors de Paris et je rentre souvent, on va dire, le dimanche soir. Et il est peut-être 21h, 22h, je vois une patrouille de police qui passe. Et j'en vois, et en fait, ils s'arrêtent. Et ils vont aller fouiller des jeunes perçus comme noirs ou arabes. Et en fait, c'est... inévitable. En fait, la question raciale est partout. La violence est partout. Et même quand, par exemple, je sors de chez moi, il y a la rue, le grand boulevard qui longe ma résidence porte le nom d'une ancienne colonie française. Tu as des noms de stations de métro qui aussi portent des noms de tortionnaires de la colonisation et de l'esclavage. Quand tu descends, moi je le dis dans mon livre, à Châtelet, tu vois souvent les mêmes qui se font contrôler par la RATP Sûreté. Tu es dans un supermarché, on te suit. Où est-ce que tu trouves la quiétude finalement ? Je la trouve pas, même quand je suis dans ma chambre, que je scrolle sur les réseaux sociaux, je vois des Palestiniens, des Soudanais, des Congolais dans des situations absolument catastrophiques et des situations meurtrières. Donc, en fait, quand je dis que la violence, elle est partout, elle est vraiment partout. Elle est aussi bien matérielle qu'immatérielle, elle est psychologique. Et j'ai beau regarder à droite, à gauche, je trouve pas en France la paix de l'esprit. Donc c'est ça qui est compliqué. Et la violence que tu décris d'être amalgamée à des personnes qui commettent des crimes, ça c'est un effet du racisme, c'est-à-dire que la mécanique raciste met des personnes dans le même sac
Et n'importe quelle personne qui est mise dans ce sac va répondre des actes. On lui demande de répondre des actes de personnes qu'elle ne connaît pas, qu'elle ne connaîtra jamais, et qui partagent cette relation fantasmée qui est la race. C'est-à-dire que on te compare à des personnes qui ont commis des crimes. Ta sœur, on lui demande si elle est reliée par le sang à des personnes qui ont commis des crimes. Ça, c'est quelque chose qui ressort beaucoup en fait de la mécanique raciste. Et surtout que, ça me fait penser, je me rappelle qu'après les attentats de Charlie Hebdo, j'étais parti sur Facebook et j'avais posté un long message pour dire nous les musulmans on n'est pas comme ça, nous les arabes on n'est pas comme ça, nous mélangez pas à eux. Et en fait avec le recul aujourd'hui je me rends compte que j'aurais jamais dû poster ça, parce que pourquoi je devrais expliquer ou me désolidariser d'un groupe qui existe pas vraiment. Oui, bien sûr, il y a, on est lié, par exemple, pour les Arabes en France, par certaines cultures, mais ça s'arrête là. Chacun fait sa vie comme il le sent, et chacun a des trajectoires de vie différentes. Pourquoi moi, je devrais venir m'excuser pour quelqu'un que je connais pas? En fait, tu étais super jeune déjà à l'époque, donc c'est un réflexe, c'est comme un réflexe de survie en fait, où tu as besoin de montrer patte blanche, mais là vraiment au sens premier du terme, et de montrer que finalement t'es pas lié avec des gens pour lesquels on imagine que tu as un lien. Enfin, moi, ça m'est arrivé qu'on me demande explicitement en tant que musulmane de me désolidariser de terroristes, et quand on te dit de te désolidariser, ça veut dire qu'a priori tu es solidaire. Et en fait, il faut que tu exprimes une distance, parce qu'en fait, on ne croit pas que tu as une distance. Et je sais que moi, à l'époque des attentats, il y a plein de gens de mon entourage qui m'ont dit que pendant la minute de silence, notamment au boulot, on scrutait leur visage, en fait, pour voir quelle tête ils faisaient, s'ils faisaient bien la minute de silence, s'ils la respectaient, parce qu'en fait, on est toujours soupçonné, d'une certaine manière, d'avoir de la sympathie pour les terroristes et de ne pas être affecté par la mort de personnes brutales. Et c'est pas parce que des gens proclament la même religion que nous, ou sont issus de cultures proches, qu'on est solidaire. Mais ce que tu as fait, en fait, c'est normal, parce que c'est ce qu'on te demande, en fait. Il y avait une pression qui était hyper... Après Charlie, la pression était folle. Enfin, moi, je me souviens de « Je suis Charlie ». T'étais obligé de dire « Je suis Charlie » sous peine d'être... Et d'ailleurs, récemment, on l'a vu, Miss France a été questionnée sur le fait qu'elle était Charlie ou non. Elle n'a pas voulu se prononcer. Et en fait, Charlie Hebdo a fait une caricature avec les talibans de je sais plus où, enfin voilà, j'imagine des Afghans qui disent « Je suis Miss France ». Ça veut dire qu'en fait, si tu ne dis pas explicitement « Je suis Charlie », t'es un taliban, en fait. C'est complètement fou, quoi. Tu cites le travail de Rokhaya Diallo, ici présente, dans ton livre, comme une inspiration. Et merci tu dis, avec plaisir, qu'au détour d'une discussion il y a quelque temps, une amie t'a dit « Si tu demandes à 10 personnes noires leur avis sur un sujet, elles auront 10 avis différents ». Femme et noire, elle t'expliquait aussi qu'elle était agacée que la journaliste et réalisatrice Rokhaya Diallo, entre guillemets, soit prise pour la porte-parole de tous les Noirs de France. La concernée elle-même en a marre. Donc j'aimerais savoir si, toi, Rokhaya, ce que tu penses de ce rôle d'ambassadrice qu'on te donne, les médias te donnent. Moi, j'ai eu l'impression, à plusieurs reprises, d'être la noire officielle, tu sais. Donc la noire à qui on va demander son opinion, ou quand elle ne s'est pas prononcée sur un phénomène médiatique, des gens vont dire, dans des débats, on n'entend pas Rokhaya Diallo. C'est comme si, en fait, j'étais la porte-parole de toute une communauté. Et ça, c'est encore un phénomène du racisme. Parce que déjà, effectivement, si on parle de moi, c'est parce que malheureusement, il y a encore très très peu de personnes noires qui sont visibles dans l'espace médiatique et qui donnent leur opinion, qui commentent l'actualité. Et donc, du coup, ça me survisibilise. Et en fait, mes faits et gestes sont assimilés à ceux de la représentation, en fait, d'un groupe, quoi, tu vois. Et du coup, tu as des gens aussi qui écrivent. Moi, je pense à des personnes qui sont plutôt politiquement de l'autre côté, donc du conservatisme, et qui sont non-blancs, qui disent, voilà, moi, je viens pour dire qu'on n'est pas tous des Rokhaya Diallo. Moi, je me sens pas représentée par elle. Et je dis autre chose. Je dis, mais attends, moi, je te connais pas, en fait. Enfin, pourquoi tu viens dire que t'es pas moi? Moi, je sais que tu n'es pas moi, tu vois. Donc, il y a un espèce de truc de se positionner pour ou contre. C'est presque un positionnement politique, et c'est triste parce que ça dit beaucoup sur l'absence de la pluralité, en fait, de nos communautés, de nos groupes raciaux dans l'espace public, quoi. Et je rejoins complètement ton ami. Je pense que c'est pénible, en fait. Moi, je sais qu'il y a des gens qui me disent que parfois, dans leur boulot, on leur dit « Mais qu'est-ce que tu penses de Rokhaya Diallo ?» pour savoir quel genre de noirs ils sont. Tu vois, et c'est comme si c'était un label, c'est genre, est-ce que t'es une noire, voilà, radicale, entre guillemets, parce que je suis pas du tout radicale, mais bon. Voilà, est-ce que t'es dangereuse, est-ce que voilà, tu aimes la République, enfin,
c'est vraiment triste, quoi. Mais C'est vrai ce que tu dis aussi, toi, dans ton livre, quand tu dis il faut arrêter avec ce truc de l'arabe intégré ou le Mais oui, bien bounty, sûr. ou tu cites plusieurs. Oui, la banane aussi. Pour les Ouais. Asiatiques. Le fait en fait, ça suffit de mettre des étiquettes. Un peu, c'est tellement binaire. Fatima Idbounoua disait ça dans Kif Taras. Elle disait soit t'es arabe intégriste, soit t'es arabe intégré. Donc il y a une forme de binarité, c'est-à-dire que tu peux pas être. Enfin, c'est que l'un ou l'autre, en fait. Ouais. T'es pas une personne, en fait. T'es pas un individu. Ouais. Vas-y. En fait, surtout que moi, j'ai été un peu dans... j'ai traversé une période où je voulais absolument être une sorte d'arabe intégré. Quand j'étais au lycée, que j'avais arrêté de répondre en arabe à ma mère quand elle me parlait des fois, où je me voyais déjà en classe prépa. Et en fait, quand je m'imaginais avec des cheveux hyper lisses, ce qui est complètement fou. Quand j'écrivais des fanfictions, je mettais des acteurs blancs pour les représenter. Et en fait, j'ai été dans ce truc de prouver que en fait, j'étais un bon arabe pendant longtemps. Et ça m'a finalement, ça a provoqué un début de mort de l'âme. Je m'en suis rendu compte très rapidement. Je me suis rendu compte que je perdais ancrage à mon héritage qui faisait qui j'étais, à ma communauté, à mes gens. Et je suis très rapidement revenu à la raison, parce que je me suis rendu compte que c'est pas parce que... déjà de 1, j'ai pas besoin de ressembler aux blancs pour réussir, même si en vrai, ça pourrait aider des fois. Aide, mais hein. bon, C'est plus pratique, mais bon, voilà. Et surtout, sur la question des étiquettes, on se rend rapidement compte qu'elles sont mortifères dans le sens où elles peuvent complètement détruire l'estime d'une personne. Moi, quand j'étais au collège, et c'était surtout au collège plutôt qu'au lycée, on entendait tout le temps des insultes qu'on se balançait en rigolant. Ouais, ça l'arabe, ça le noir. Ah, les arabes ils volent, les noirs ils puent. On se balançait ça comme ça pour rigoler, mais on se rendait pas compte qu'en fait c'était en train de façonner une image, et que à côté de ça, il y avait plein d'autres groupes raciaux qui usaient pas de ces images dégradantes là pour en rire et pour finalement se définir. Et moi je me rappelle par exemple, il y avait il y en avait plein, il y avait Tu te maquilles comme une beurette, ou bien les Beyoncé Koulibaly et compagnie, voilà, et c'était ça a traumatisé toute une génération. Moi ça m'a traumatisé aussi d'entendre toutes ces blagues et ces insultes sur les arabes qu'on se lançait, surtout qu'elles ont fait elles ont donné pas mal de matière à plein d'humoristes pour propager ces stéréotypes-là. Donc maintenant, on se retrouve aujourd'hui en 2025 à devoir déconstruire ces stéréotypes qu'on a cultivés, même si c'est évidemment pas nous à la base qui sommes derrière ça, mais on a, on s'est rendu le travail beaucoup plus difficile. Oui, c'est vrai que je trouve que la phase dans laquelle tu décris, où tu sais, tu as voulu rejeter une partie de tes origines pour être plus blanc que blanc, pour mieux t'intégrer, pour mieux réussir, en fait. C'est des injonctions que tu ressens en tant que jeune vivant en France. Et moi, je pense que de nombreuses personnes peuvent se reconnaître dans ce que tu dis. Moi-même, j'ai eu des phases similaires à ça. Et pourtant, on n'a pas le même âge. Donc, tu vois, ce que ça veut dire, c'est que ça perdure dans le temps et que c'est pas mieux. Et ça, c'est problématique. Et je pense qu'il y a aussi cette phase, de décompensatoire. C'est-à-dire que tu sais que tu as des stéréotypes qui... tu te comprends très jeune qu'il y a des stéréotypes qui visent les gens qui te ressemblent. Parce que tu regardes la télé, tu regardes les gens dans la rue, les gens dans ta classe, comment on te regarde, qu'est-ce qu'on rit, comment on rit de toi, etc. Donc tout ça, tu apprends très vite l'existence de ces clichés, de ces stéréotypes, même si tu es protégé par peut-être une famille, peut-être des gens qui t'aiment et qui essayent mais tu vis dans le monde, et en fait tu essaies de te mettre à distance de ces stéréotypes-là. Donc ça, c'est... je sais qu'il y a un mot que tu cites, mais je ne sais plus comment... Dans le livre, tu dis qu'il y a une chercheuse qui a... Oui, c'est l'altérisation défensive. Exactement, voilà, de Karen merci Pike. beaucoup. C'est très bien dit. Donc en fait, tu te mets à distance, tu dis non, mais il y a des Asiatiques sur l'autre route, je ne vais pas du tout traverser la route pour marcher avec eux parce qu'on va croire qu'on est pareil. Et donc tu te mets à distance exprès pour dire mais non, attends, on est plein de gens. En fait, tu essaies de performer cette pluralité qu'on te nie. Exactement. Et voilà, donc voilà, et c'est des choses qui dont on parle régulièrement en fait dans le podcast, parce que ça nous fait du bien en fait de se dire que, c'est vrai qu'on n'est pas seul. C'est à la fois ça nous fait du bien, à la fois on se dit mince, alors c'est horrible parce que tout le monde le vit.
Mais quand même, quelque part, ça nous permet de partager des tuyaux. Enfin, toi, tu partages des choses dans ton livre que d'autres gens peuvent lire et dire « Ah, mais je pourrais faire ça » ou « Moi aussi, j'ai fait ça et j'ai fait autrement pour m'en sortir ». Et ça fait des ressources, en fait, pour plein de gens d'une génération à venir, qui, j'espère, n'auront plus à se départir de ces choses-là. Et puis ça permet de se rendre compte de caractère systémique en fait de ça, c'est-à-dire qu'individuellement on vit des choses, on a l'impression d'avoir ce projet, de ressembler à la norme dominante et on se dit bah attends c'est moi qui vais pas bien, etc. Et en fait on se rend compte que plein de gens dans diverses générations, dans divers endroits en France ont vécu la même expérience et avec en plus des appartenances sociales vraiment différentes et que finalement en fait c'est pas nous le problème, c'est vraiment un système qui nous invite au maximum à essayer de nous fondre dans la blanchité. Donc c'est aussi rassurant de voir qu'il y a aussi un travail qu'on peut faire collectivement, quoi. Et donc en 2019, alors que tu entres en école de journalisme, tu crées ton podcast À l'intersection. Alors ce podcast, tu dis, est né de l'urgence d'apporter des récits manquants dans les médias, des histoires inaudibles. Est-ce que pour toi le podcast est un outil militant et une manière de transmettre? Oui, pour moi, c'est quand j'ai commencé à l'intersection, comme tu l'as très bien cité, il est né dans l'urgence. Donc, j'ai commencé avec un premier épisode sur le racisme anti-blanc et je ne savais pas trop où est-ce que ça allait terminer. Ensuite, il y a eu 9 mois de gestation, il y a eu le Covid, donc j'étais coincé à la maison. Et je fais un premier épisode sur les cyber des jeunes de quartier populaire qui avaient investi Facebook entre... Tu peux expliquer les cyber pour... Ouais. C'est donc des jeunes de quartier, surtout de banlieues franciliennes, mais pas que, qui ont investi Facebook énormément entre 2008-2009 et 2012 jusqu'à un peu début 2013. Beaucoup de jeunes issus de l'immigration africaine, en grande majorité, qui se retrouvaient à Châtelet, à Gare du Nord, pour faire des battles de danse de Logobi. Qui s'habillaient tout en couleur et ils étaient connus parce que des pages Facebook intitulées InfoCyber balançaient des potins sur les plus connus. Donc et ils se battaient aussi pas mal. Il y avait des crews qui se retrouvaient parfois à la Foire du Trône pour se battre. Ce phénomène-là a été complètement oublié, où il a été mis sous silence, invisibilisé, enfin voilà. Et quand j'ai commencé à faire des recherches là-dessus, j'ai rien trouvé quasiment. Il y avait peut-être 2-3 occurrences par-ci par-là sur Internet, mais c'est tout, et quelques pages Facebook et Skyblog qui ont perduré. Et là, je me suis dit que le podcast devait avoir un travail d'archive de son temps, même si c'était plus vraiment son temps pour les cyber, mais voilà. Et j'ai fait un appel à témoignages où j'avais demandé à des personnes, si vous avez des souvenirs sur la période des cyber, venez témoigner. J'ai galéré à avoir des gens parce que la plupart des personnes donc noires et arabes qui ont connu ce phénomène-là avaient honte. Et je leur ai dit, mais de quoi aviez-vous honte? Ça reste un mouvement culturel comme un autre. Pourquoi on se dévalorise autant? Et à force de... je laissais travailler au corps jusqu'à pouvoir avoir un témoignage, et ça a bien fonctionné. J'ai reçu plein de messages de personnes issus de quartiers qui me disaient, je pensais pas qu'on pouvait faire des cyber un travail, un objet journalistique légitime, qu'on puisse écouter et qui puisse provoquer même de la nostalgie. Et en fait, il y en a beaucoup qui ont gardé ce souvenir-là des cyber comme étant des sauvages. Et quand j'entendais ça, je leur disais, mais il y a des biais racistes là qu'il faut déconstruire, parce que c'est pas parce qu'on a des personnes noires et arabes qui se font remarquer dans les espaces publics que c'est forcément des sauvages. Il y en a plein d'autres groupes raciaux qui le font aussi. C'est pas propre à une origine particulière de faire du boucan dans la rue. Il y a plein de petits jeunes comme ça. Voilà pourquoi nous, tout d'un coup, on doit se définir comme sauvage. Et évidemment, je vois... D'où ces personnes tiennent ce raisonnement-là. Voilà, il y a du racisme intériorisé, il y a ce truc de il faut faire profil bas, ne pas montrer une mauvaise image de soi. Donc je comprenais d'un côté, mais de l'autre, j'étais là pour déconstruire ça et dire que toutes nos cultures, tout ce qu'on a pu produire, tout est valable et légitime à être raconté finalement, et c'est pas parce qu'il n'y a pas eu des blancs qui étaient concernés par ça que on va pas en parler. Non, au contraire.
racontons en fait nos vécus et racontons nos histoires, c'est hyper important. Et c'est dans cette optique-là que s'inscrit aussi le livre, l'essai que j'ai écrit Un jour je suis devenu arabe. C'est vraiment de raconter un témoignage, mais aussi laisser une trace de la grandeur de nos luttes, de la grandeur des nôtres, de dire que voilà, il y a des solutions, il y a des personnes qui ont travaillé d'un point de vue militant, sociologique, parfois les deux, journalistique, pour nous donner des clés de décolonisation de l'esprit. Et c'est pour ça qu'il y a une bibliographie longue, comme je sais pas, comme un bras, que je cite énormément de personnes, parce que au-delà du fait que ce livre s'appelle « Et un jour moi, suis devenu arabe », finalement... la personne que je suis aujourd'hui, elle est le produit de son environnement, de sa communauté, de ses lectures et de tout l'espace militant. Et juste pour revenir du coup au podcast, ça a été, en fait, c'est ça l'ADN même de À l'intersection, au-delà de l'archivage, c'est de créer un espace sûr et safe où les gens peuvent venir raconter leurs expériences du racisme, des discriminations à l'intersection de plusieurs autres oppressions comme la queerphobie, comme la misogynie, voilà. Pour d'un côté se sentir moins seul, mais aussi avoir des clés pour lutter ou pas forcément, tout le monde ne peut pas lutter, tout le monde n'a pas la force, mais au moins de comprendre et de se dire, bon ça va, en fait c'est pas moi le souci. C'est vraiment ça, c'est essayer de, changer, que la honte change de camp, que les jours où on se reçoit une réflexion raciste, on se dise pas « Ah, la honte, j'ai reçu une réflexion raciste », c'est plutôt la honte pour lui de m'avoir dit ça. Dans ton travail, tu évoques régulièrement les violences policières. Le 2e épisode de ton podcast s'intitule « Violences policières, la parole aux jeunes de quartier ». Est-ce que tu peux nous parler d'éléments déclencheurs de cet épisode ? Oui, l'élément déclencheur. Donc, c'était en plein confinement. On est à la nuit du 19 au 20 avril 2020. Je suis coincé à la maison depuis 1 mois. J'ai que les réseaux sociaux. On me sors quasiment peu, donc tous les sentiments sont exacerbés, tout parce que y a cette nouveauté, le confinement, et d'un autre côté je n'ai que mon écran face à moi, et quand le cas de violence policière a lieu, donc c'était à Villeneuve-la-Garenne, les syndicats policiers, les éditorialistes passent les uns après les autres sur les chaînes d'infos en continu pour criminaliser le jeune, qui mériter entre guillemets ce qui lui est arrivé parce qu'il est sorti en plein confinement. Et moi, quand je vois ça, j'explose d'une colère que je me connaissais pas, et je me dis, je viens de lancer un premier épisode d'À l'intersection, je vais faire un appel à témoignages, peut-être que ça peut fonctionner. Et en fait, ça l'a fait, et je me suis laissé porter. J'ai reçu plus d'une dizaine de témoignages et j'avais rien à faire de mes journées, donc en fait, j'ai juste tout compilé et j'en ai fait un épisode. Et ça a vraiment fonctionné à l'instant. En fait, à ce moment-là, le but de cet épisode, c'était de calmer ma colère. C'était très, cathartique et aussi égoïste entre guillemets comme démarche. C'était ma colère, je devais la calmer, et je devais écouter des témoignages de personnes qui étaient concernées, parce que moi j'ai jamais vécu de violence policière, j'ai déjà vécu du contrôle au faciès, mais j'ai déjà vu des situations qui auraient pu dégénérer. J'avais besoin de ça parce que à ce moment-là j'avais pas d'autre façon de me changer d'esprit, j'avais pas d'exutoire, je pouvais pas sortir au parc où voilà, quasiment tout était fermé. Voilà, donc c'est comme ça que l'épisode est né. Et pareil, quand je vois la réception, je me dis que je dois continuer ce travail-là, même si c'est compliqué, parce que quand on écoute des témoignages les uns après les autres, la santé mentale en prend un coup, surtout quand c'est des témoignages bien difficiles sur des questions de santé, par exemple. Mais je me suis dit, bon, c'est pas grave, c'est un travail que je fais pour les miens, pour ma communauté, pour mes gens, et c'est pas grave si ça me déprime de temps en temps. Et donc dans ton travail, dans le podcast et aussi dans le livre, donc tu parles de tes expériences à l'intersection de toutes les oppressions que tu subis. Et il y en a une notamment dont tu parles dans le livre, qui est l'homophobie. Et donc tu nous racontes comment, de la même manière que tu as souhaité t'éloigner de ton arabité, tu as aussi souhaité
mettre le doigt sur ton straight passing, c'est-à-dire donc le fait de pouvoir passer pour une personne hétérosexuelle. Tu nous as fait une confidence avant le début du podcast, tu nous as dit que c'était un chapitre de ton livre qui a pas été de source, ça n'a pas coulé de source en fait. Exactement, oui, c'est vrai que il y a 2 chapitres en particulier, Je suis votre frère et Assemblage requis, dans lesquels je parle de la question queer et de l'intersection de la question queer et de la question arabe racisée. Et ça n'a pas du tout collé de source parce que j'avais encore peur du regard des miens, plus que du regard blanc que j'avais plus ou moins dépassé. Mais à ce moment-là, il y avait plutôt le regard communautaire où j'avais peur d'un côté de la réception que pouvait faire par exemple la communauté maghrébine là-dessus, mais aussi j'avais peur du mal que ça pouvait leur faire. Dans le sens où certains pourraient croire que l'homophobie est exacerbée dans les quartiers chez les Arabes, qu'elle est que dans ces communautés-là. Et en fait, ça a été un vrai travail d'équilibriste de trouver les bons termes, les bonnes phrases pour expliquer que oui, bien sûr, moi je parle, je le dis et je l'affirme, il y a de l'homophobie dans la communauté maghrébine et musulmane en France. Ça, c'est un fait, mais elle est partout. Pourquoi je parle de l'homophobie dans la communauté maghrébine ? C'est parce que c'est la communauté que je connais. Je vais pas aller raconter l'homophobie, je sais pas moi, des cathos de droite. Je ne les fréquente pas. Ce livre-là, à la base, voilà, c'est un témoignage personnel. Donc c'est pour ça que ça a mis du temps à se faire, à s'écrire. Il m'a fallu des mois et des mois et des mois et des réécritures à non plus finir. Voilà. Et pendant longtemps, j'ai l'impression d'avoir surexplorer, même si voilà, il n'y a pas vraiment de surexploration, mais d'avoir surexploré la question de la race pour d'un côté mettre de côté la question de l'orientation sexuelle parce que j'avais peur et parce que moi quand j'étais plus jeune j'ai vécu autant de racisme que d'homophobie finalement. Je me rappelle, j'étais en 4e, déjà en 5e, il y avait un jeune de ma classe qui voulait m'apprendre à marcher comme un mec et parler comme un mec. Je sais pas ce que ça veut dire jusqu'à maintenant, mais enfin, je vois ce qu'il voulait dire. En 4e, je cours avec des copines dans la rue et on me lâche une insulte homophobe. Voilà, en fait, pareil, en première, une amie que je pensais être très proche de moi me balance une réflexion homophobe et ça a été comme ça tout le temps. On venait me voir, que ce soit au collège ou au lycée, on me disait ouais, j'ai une question, le prends pas mal, hein, mais est-ce que t'es pédé ? Voilà. Et ça a toujours le prends pas mal surtout. Voilà, le prends pas mal. C'est ça. Voilà. Le prends pas mal. Voilà, et voilà, et en fait, c'est les miens en fait. Ouais, C'est des personnes noires et arabes en fait qui me posaient ces questions-là. Mais en même temps, d'un autre côté, ça pouvait être qui d'autre dans un pays qui est aussi racialement ségrégé, qui fait que moi j'ai grandi dans un quartier populaire, donc il y avait quasiment que des noirs et des arabes. J'aurais très vite pu tomber dans l'essentialisation et dire que ça n'existe que chez nous. Il m'a fallu justement de prendre du recul, calmer ma colère aussi, parce que j'avais une colère et la transformer en quelque chose de beaucoup plus, beaucoup plus productif pour raconter mon témoignage et surtout montrer à des jeunes comme moi. Moi, je suis plus aussi jeune qu'avant, mais voilà, des jeunes de 15 ans, 16 ans, 17 ans, des ados, et de leur dire qu'ils sont pas seuls en fait, parce que moi j'avais pas de représentation. C'est pour ça que j'ai autant lutté avec mon orientation sexuelle. Oui, tu disais que tu associais l'homosexualité au blanc. Exactement. Tu ne pensais pas pouvoir être homosexuel parce que tu n'étais pas blanc. Ouais, c'est ça, parce que j'avais aucun modèle, ni médiatique, ni littéraire, rien du tout. En fait, j'avais l'impression d'être une anomalie. J'entendais, les homosexuels, c'est chez les blancs, ça, c'est pas chez nous. Donc, à partir de là, je me suis construit à partir de rien. Et quand on se construit à partir de rien de ce côté-là, ça a un impact terrible sur la santé mentale qui amène à des années de thérapie. Et tu parles justement aussi de la manière dont, en tant qu'homosexuel, tu as pu faire face au sein des communautés LGBTQIA à beaucoup de fétichisation, à de l'exhaustisation. Et tu dis qu'à un moment donné, tu avais même choisi de faire du dating en non-mixité. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer ce à quoi tu as été exposé et pourquoi tu as décidé finalement de ne plus t'exposer justement au regard blanc dans le dating ? J'ai été exposé à plein de messages salaces sur les applications de rencontres du style « j'aime trop les arabes, je veux que tu m'engrosses ». Ouais, dégueulasse. J'ai pu, ou des dates avec un ou deux mecs blancs qui me disaient j'aime trop ta façon de parler, c'est très, très quartier, machin. Alors que pour l'anecdote, j'ai
appris à parler de cette manière pour développer un straight passing. Donc ma façon de parler, en fait, n'est même pas ma vraie façon de parler. Ma vraie façon de parler, seuls mes amis les plus proches la connaissent. C'est terrible, en fait. Je suis vraiment dans un rôle permanent. Parce qu'en fait, l'image de garçon de quartier, pour toi, c'était une image tellement... Pas du tout... Enfin, était tellement hétéro que du coup, t'as préféré adopter Exactement. cet accent, entre guillemets, pour ne pas passer pour un... Voilà, pour pas qu'on voit ton j'essaie de le déconstruire, homosexualité, mais quoi. en fait, je me suis dit, Ok. cet accent-là, il amène tout un tas d'autres formes de violence, le racisme, le classisme, etc. Mais en fait, ça me protège de l'homophobie. Voilà. Ok, t'as dû faire un choix. En fait. Et j'ai dû faire un choix, malheureusement. Que je déconstruis petit à petit. Mais pour revenir à la thématique du dating, j'ai eu plein de réflexions mais pourquoi vous faites le ramadan, les musulmans, c'est de la torture, moi je crois pas en Dieu, mon seul Dieu c'est Lady Gaga. Des trucs comme ça. Ouais. Ce qui est beaucoup plus rationnel. Les gars, ils font le ramadan. Enfin, je veux dire, En fait, vraiment... N'importe quoi. Et je suis arrivé vraiment à un point où, quand j'étais en date avec des mecs blancs, j'avais l'impression de devoir jouer un autre rôle, encore une fois, essayer de gommer cet accent que j'utilisais pour me protéger, mais qui, dans cette situation-là, pouvait me porter préjudice. En fait, j'étais complètement pris en étau. Et... à force de fétichisation, à force de ces remarques racistes, je me suis dit, je vais plus me prendre la tête, je ne vais date qu'en non-mixité. Pendant 6 ans, 7 ans, j'ai rouvert la boîte de Pandore, mais voilà, j'estime avoir plus d'outils et plus de bagages pour repérer les fétichistes. Mais le fait de date en non-mixité, ça m'a aussi permis de... penser le romantisme, l'amour, en fait, en dehors du regard blanc. Donc ça veut dire en non-mixité, tu datais que des personnes qui n'étaient pas blanches. Exactement, ouais, D'accord. c'est ça. Ok. Donc noir, arabe, asiate, mais pas blanche parce que à ce moment-là, j'étais pas outillé face à la violence. J'avais quoi, 20 ans, 21 ans, 19 ans. C'était très dur pour moi. Oui, tu voulais te protéger en fait de Voilà. cet aspect-là de la relation. Enfin, possible. Voilà, ça a été un bouclier qui m'a beaucoup aidé et comme je le disais, ça m'a vraiment aidé à penser l'amour, un amour communautaire, un amour qui soit pas forcément blanc, c'est-à-dire que j'avais pas besoin de dater un blanc pour trouver l'amour, par exemple, que je pouvais le trouver aussi au sein même de mes communautés. Parce que c'est vrai qu'il y a des représentations, souvent les représentations de l'amour, elles impliquent tout le temps Exactement. une personne blanche, que ce soit Et- l'amour, même hétérosexuel, mais en particulier dans les couples homosexuels, il y a toujours cette idée que la douceur, l'amour romantique, c'est forcément lié à la présence d'une personne blanche. C'est ça, parce que comme tu l'as dit, il y a eu pas mal de représentations médiatiques et moi, on m'a jamais appris à aimer un autre homme arabe, par exemple, d'un point de vue amoureux, relationnel, romantique. Donc j'ai dû réapprendre à le faire et ça a été très compliqué parce que pendant longtemps, on me dit ouais, mais les Arabes, c'est tes frères et toi, tu as l'impression de rentrer dans une relation incestuelle. C'est terrible ce que la colonisation, l'esclavage, le racisme, la suprématie blanche ont fait. Parce que les blancs, enfin, ils se disent pas qu'ils sont frères et sœurs. Voilà, quand exactement. tu vois, quand ils sortent entre eux, enfin, ils se posent pas la question. Totalement, donc j'ai dû faire tout un travail, encore une fois, de déconstruction pour pouvoir envisager une relation avec un homme arabe qui soit une relation amoureuse. Et il m'a fallu 2-3 ans à peu près de réflexion, de date, où en fait après je ghostais le mec parce que je me disais, il y a quelque chose qui va pas. Voilà, et j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Et finalement, ce qui allait pas, c'était un mélange d'homophobie intériorisée et de racisme intériorisé. Donc en 2015, on t'a diagnostiqué une dépression et un trouble de la personnalité. Et tu dis dans ton livre, je te cite, surprise, la santé mentale n'est pas qu'un truc de blanc. Pourquoi est-ce qu'il est encore tabou d'évoquer la santé mentale pour les personnes non blanches ? Il y a plein de... Enfin, c'est une question tellement complexe parce qu'il y a énormément de paramètres qui rentrent en compte. Déjà, il y a l'idée selon laquelle la santé mentale, c'est un truc de blanc, c'est une invention occidentale. Il y a l'idée selon laquelle la religion peut tout régler. L'idée que, en fait, on est hyper fort. Nous, personnes non blanches, qu'on peut supporter tous les malheurs du monde, que la santé mentale, enfin parler de santé mentale, c'est aussi un aveu de faiblesse. J'ai pas été assez bien, j'ai pas suivi assez bien les préceptes religieux, l'éducation de mes parents, donc il y a plein de choses qui sont, qui rentrent en jeu et
souvent, on entend des phrases comme ouais, mais t'es juste ingrat, comment ça tu me parles de dépression? Mais attends, nous, on t'a nourri, on t'a logé, on t'a blanchi, voilà, t'es pas content, vas-y, va prier un peu, voilà. Et pourtant, ces mêmes personnes qui nous balancent ça, souvent des parents, des oncles, des tantes, c'est des personnes qui auraient bien besoin d'une thérapie parce que le parcours migratoire pour beaucoup était très compliqué. Je pense à mon père qui avait des diplômes, est venu en France pour finir ses études et finalement, vu que je suis venu au monde, il n'a pas pu terminer. C'est compliqué pour lui. Lui aussi, je pense qu'il aurait eu besoin d'une thérapie. Pareil pour ma mère, pour énormément de personnes qui ont fui la famine, qui ont fui des guerres, qui ont fui la colonisation aussi. Finalement, la thérapie est assez stigmatisée parce qu'on a l'impression qu'on n'en a pas besoin, alors que, y compris les personnes qui disent que c'est inutile, on aurait besoin. Quoi. Voilà, et je pense que malgré tout, aujourd'hui, enfin après... je suis pas dans toutes les familles de France, mais je suis beaucoup sur les réseaux sociaux comme TikTok, je vois, et ça me rassure de voir une nouvelle génération de personnes racisées parler de santé mentale et de parler de leur diagnostic, parler de leur passage en hôpital psychiatrique. Moi, par exemple, quand je parle de mon passage en service de psychiatrie d'un hôpital parisien, ça a été aussi dur pour moi que de parler de mon homosexualité, parce que c'était tellement tabou. Le fait... il y a souvent cette idée, moi, dans ma communauté maghrébine, c'est qu'est-ce que les gens vont dire de nous. Ou, par exemple, si on apprend que moi j'ai été en hôpital psychiatrique, on va se dire mes parents m'ont pas bien éduqué ou ont en fait raté mon éducation, voilà, quelque part. Alors que ces personnes-là pensent pas forcément que je suis la victime d'un système, d'abord, un système qui est raciste, homophobe, qui a essayé de me caser partout où il pouvait, il n'a pas réussi, et quelqu'un voilà, qu'on n'arrive pas forcément à caser, bah, au niveau de sa tête, ça peut exploser. Et ça a été mon cas. Des semaines voilà, dans un service de psychiatrie qui ont complètement changé la personne que j'étais. Et en fait, ça m'a forcé à, comment dire, j'essaie de trouver le mot et je l'ai que en anglais, c'est horrible. Il faut que je reprenne la lecture en français. Voilà. Voilà. C'est un séjour qui m'a permis d'appréhender le monde de la façon la plus honnête et transparente possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me cache pas du tout. Mais je cache pas du tout qui je suis, je cache pas la pluralité de mes identités. Et en fait, c'est dommage que ma vie ait été en jeu pour en arriver là. Et c'est dommage que la vie de beaucoup de gens est en jeu aujourd'hui pour qu'ils puissent arriver à une liberté pleine et entière. Et ce qui m'attriste le plus, c'est qu'on a encore beaucoup dans la communauté LGBT notamment, de personnes qui se donnent la mort. Beaucoup de personnes trans, de jeunes personnes queer, gays, lesbiennes, voilà, qui ne trouvent la mort que dans la mort, en fait, une solution de vie, entre guillemets. Et c'est aussi dans cette optique-là que ce livre et ces chapitres-là ont été écrits sur la santé mentale et sur la question queer. C'est de leur dire, vous inquiétez pas, ça va être compliqué pendant un moment, mais il y aura des sacrifices à faire et on va perdre des gens sur le chemin vers la complétude entre guillemets, mais on va y arriver. Et c'est vraiment même si il y a beaucoup de colère, il y a aussi beaucoup d'espoir dans ce livre-là et même dans ma façon d'appréhender le monde. L'espoir, c'est une bonne manière de terminer l'épisode. Merci beaucoup, Anas, pour ta présence. Merci à vous. C'est la fin de ce numéro de Kif Taras avec Anas Daïf. Sur Instagram, tu es journaliste et dans la vie, tu es journaliste. Tu es auteur de l'ouvrage « Et un jour, je suis devenu arabe » qui est paru en 2024 aux éditions Tumulte. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, vos questions. N'hésitez pas à suivre aussi Anas si ce n'est pas déjà fait sur ses réseaux et à lui faire un retour sur le livre qu'on vous recommande chaudement. Abonnez-vous à notre nouveau fil sur votre plateforme habituelle d'écoute de podcast et dites-le à tous vos amis et vos ennemis aussi. Écrivez-nous à kiftaras@kiftaras.com et contactez-nous sur les réseaux sociaux. On est sur X, sur Facebook, sur Instagram en suivant nos comptes, donc @kiftaras ou avec le hashtag tout simplement Kiftaras. On est aussi maintenant en vidéo sur YouTube, donc vous pouvez nous regarder, vous pouvez voir nos visages, vous pouvez nous voir rire. Donc n'hésitez pas à nous liker, à partager et puis merci de nous noter sur toutes les plateformes, 5 étoiles de préférence, et puis n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, ça nous fait trop plaisir de lire ce que vous pensez de nos épisodes. Kif Taras est un podcast produit par nous-mêmes et merci pour votre force. L'enregistrement aujourd'hui s'est déroulé à l'appart de la Villette et sont l'œuvre de Prince Calix et de Monsieur Yao. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle plongée dans les questions raciales. Merci Grace. Merci Rokhaya. Merci Anas. Merci à vous.